Avec l'entrée en guerre des États-Unis, le conflit entre Israël et le Hamas a atteint un stade critique. Des rumeurs sur une possible troisième guerre mondiale circulent, alors que l'alliance entre Israël, une nation technologiquement avancée, et les États-Unis apporte une nouvelle dynamique au conflit. En raison de cette relation, les États-Unis ont déployé un navire de guerre redoutable pour soutenir Israël, un geste qui pourrait soit intensifier les tensions, soit ouvrir la voie à une résolution de ce différend de longue date. Quel impact cela aura-t-il? Quelle est la puissance du navire déployé? Rejoignez-nous pour explorer les caractéristiques du nouveau navire de guerre américain de 500 millions de dollars, une machine de guerre inarrêtable. Alors que le destroyer lance-missiles de classe Arleigh Burke, l'USS Carney, revenait d'un déploiement extraordinaire au Moyen-Orient, la marine a révélé des détails fascinants sur ses opérations contre les rebelles Houthis soutenus par l'Iran. Pendant environ 6 mois en mer Rouge, l'équipage du Carney a obtenu des résultats remarquables, éliminant 65 cibles Houthis, à la fois aériennes et terrestres, selon des rapports officiels. L'USS Carney a été initialement envoyé au Moyen-Orient après l'intensification des attaques Houthis dans la région. Ces attaques comprenaient le lancement de missiles balistiques et de croisières, ainsi que le déploiement de drones aériens et maritimes, ciblant des navires militaires et commerciaux dans des voies stratégiques telles que la mer Rouge, le détroit de Bab el-Mandeb et le golfe d'Aden. Les Houthis ont intensifié leurs opérations après la riposte des forces de défense israéliennes à l'attaque du Hamas le 7 octobre. Cette riposte comprenait des frappes aériennes massives et une offensive terrestre de grande ampleur, alimentant les tensions et le conflit dans toute la région. En conséquence, l'USS Carney a été impliquée dans 51 confrontations avec les forces Houthis, comme l'a souligné l'amiral Lisa Franchetti, chef des opérations navales, lors de son discours accueillant le retour du Carney à Norfolk le 10 mai. Bien que Franchetti n'ait pas détaillé ses engagements, la marine a indiqué que le Carney avait réussi à neutraliser 45 armes lancées par les Houthis, notamment des missiles de croisière terrestre, des missiles balistiques anti-navires et des drones. De plus, le Carney a mené 2 frappes défensives contre des cibles Houthis au Yémen, éliminant 20 menaces supplémentaires. Cependant, 6 cibles lancées par les Houthis ont échappé à la destruction, et les détails de ces incidents restent flous. Le récent déploiement du Carney a également été historique pour une autre raison. Il est devenu l'un des 2 premiers navires de la marine à utiliser des missiles intercepteurs Standard Missile 3 en combat réel. Cela a marqué une avancée majeure pour la marine, car le SM-3 était en service depuis des années, mais n'avait jamais été utilisé contre des menaces réelles jusqu'au 14 avril 2024. Lors d'une attaque massive de missiles et de drones iraniens contre Israël, le Carney et l'USS Arleigh Burke auraient abattu 4 missiles iraniens. Cependant, des rapports contradictoires ont ensuite émergé. Certains ont affirmé que 2 des 8 missiles SM-3 lancés avaient atteint leur cible, tandis que d'autres ont contesté cette version. La marine a refusé de clarifier la situation, invoquant la sécurité opérationnelle, laissant des questions en suspens et redirigeant les demandes d'informations vers le Pentagone. Même si les résultats de cette attaque de missiles restent incertains, le rôle de l'USS Carney démontre son importance en tant que navire de guerre moderne. En dehors de ses missions récentes, le Carney occupe une place particulière dans l'histoire de la marine. Il s'agit du 14e navire de la classe Arleigh Burke et du premier à être nommé en hommage à l'amiral Robert Carney, un leader respecté qui a servi comme chef des opérations navales sous le président Eisenhower. Construit en 1993 par Bath Iron Works à Bath, dans le Maine, il a été lancé la même année avec Betty Taussig, la fille de l'amiral Carney, comme marraine. Il a été officiellement mis en service en 1996 et est basé à Mayport, en Floride. Quant aux caractéristiques qui en font un navire redoutable, ce destroyer a une portée de 5400 miles nautiques, peut atteindre des vitesses supérieures à 30 nœuds et embarque un équipage de 329 marins. Le Carney est également équipé d'un armement avancé, comprenant des missiles standards, des lanceurs Harpoon, des missiles Tomahawk
un canon léger de calibre 54 et des torpilles, ainsi qu'un hélicoptère polyvalent. Ce navire a débuté son service opérationnel en 2002 avec un déploiement en Méditerranée et dans le golfe Persique pour soutenir l'opération Enduring Freedom. L'un de ses déploiements les plus importants a eu lieu en 2016. Le Carnet, avec 3 autres destroyers de la 6e flotte américaine basée à la station navale de Rota en Espagne, a reçu des mises à niveau significatives pour améliorer ses systèmes d'autodéfense. Le navire a remplacé son ancien système Phalanx CIWS de 20 mm par un système CIRAM plus avancé. Le CIRAM est un lanceur de missiles Rolling Airframe, missile RIM 116 à 11 cellules, offrant une meilleure protection contre les attaques de missiles. Il utilise le même dôme de capteur que le Phalanx, mais c'était la première fois qu'il était intégré à un navire équipé du système Aegis. Les 4 destroyers, qui étaient soit des versions Flight E, soit Flight 2, avaient initialement été équipés de 2 systèmes Phalanx CIWS lors de leur lancement. Le système CIRAM avait auparavant été introduit sur les navires de combat littoraux de classe Independence. En mai 2024, ce destroyer lance-missile a conclu un déploiement remarquable de 7 mois au Moyen-Orient, retournant à son port d'attache à Mayport, en Floride. Cette mission, qui devait être de routine, s'est transformée en engagement de combat sans précédent après l'éclatement de la guerre Israël-Hamas. Le commandant Jeremy Robertson et son équipage se sont retrouvés confrontés à une série d'attaques hostiles de la part des rebelles Houthis, soutenus par l'Iran au Yémen, qui s'était allié au Hamas et visait Israël avec des vagues de drones et de missiles de croisière. Selon des rapports, les tensions ont commencé à monter peu après l'entrée du Carnet en mer Rouge par le canal de Suez. Des membres d'équipage se rappellent que des avertissements précoces indiquaient des menaces potentielles en direction d'Israël depuis le sud. Le lieutenant Denis Moral a expliqué que des renseignements suggéraient qu'un barrage de drones et de missiles de croisière terrestre avait été lancé par les Houthis, dont certains se dirigeaient vers le nord, en mer Rouge. Il aurait été rapporté que le système radar du Carnet avait détecté l'un des drones à environ 60 à 70 miles de distance. Le commandant Robertson aurait passé près de 9 heures dans le centre d'information de combat du navire, supervisant les opérations alors que son équipage travaillait pour intercepter plusieurs menaces entrantes. Des observateurs ont décrit comment le Carnet a engagé plus de 15 cibles, marquant la première fois qu'un navire de guerre américain tirait des armes pour défendre Israël. Il a été noté que le navire a intercepté avec succès les drones et les missiles qui sont venus à portée, bien que Robertson ait admis plus tard qu'il était difficile de dire si les projectiles auraient atteint Israël. Le lieutenant-commandant Rebecca Fleming, responsable des systèmes de combat du navire, a partagé que l'équipage s'était entraîné intensivement pour de tels scénarios, mais a noté que vivre cela en temps réel semblait irréel. Les témoignages de l'équipage suggèrent que leur formation a joué un rôle crucial dans leur succès. À la fin de son séjour en mer Rouge, le Carnet avait intercepté 45 des 50 menaces, y compris des drones et des missiles balistiques. Les rapports ont souligné que cela marquait le premier test réel de la marine contre des missiles balistiques supersoniques, dont certains voyageaient à des vitesses supérieures à Mach 5. Robertson a déclaré avoir reconnu la difficulté de la situation, expliquant que les observateurs n'avaient que quelques secondes pour réagir face à de telles menaces à grande vitesse. Il a également été noté que les décisions nécessitaient une surveillance humaine minutieuse pour garantir que les systèmes du navire ciblaient des menaces légitimes et non des avions civils. Le lieutenant Kenny Shook, l'officier des armes du Carnet, a donné un aperçu de la puissance de feu du navire, expliquant que les tubes de lancement du destroyer abritaient les missiles utilisés pour neutraliser les cibles. Malgré les défis, il a été dit que les capacités du navire avaient joué un rôle crucial dans la protection du transport maritime commercial dans la région, que les Houthis ciblaient pour perturber le commerce international. Lorsque l'engagement a finalement pris fin, les membres de l'équipage se sont dit incrédules devant l'intensité de l'expérience. Beaucoup ont qualifié l'événement d'historique, Robertson affirmant qu'aucun navire de la marine des États-Unis n'avait mené une telle bataille depuis la Seconde Guerre mondiale.
Les observateurs ont également mis en avant la contribution significative du Carnet à la préservation de la stabilité régionale, transformant ce qui devait être un déploiement standard en un moment déterminant dans l'histoire navale. Le commandant Robertson a partagé qu'il était profondément préoccupé par la possibilité de tirer par erreur sur la mauvaise cible. Le USS Carney a dû interrompre sa patrouille pour ravitailler et réapprovisionner ses stocks en mer, mais lorsqu'il s'est agi de récupérer plus de missiles, le navire a dû accoster, car les armes étaient trop grandes pour être transférées en mer. Robertson a souligné les coûts importants, notant que le navire tirait des missiles coûteux pour cibler des drones bien moins chers. Cependant, il a insisté sur le fait que personne n'a jamais suggéré d'utiliser moins de missiles. Il a expliqué qu'en tant que commandant d'un navire d'une valeur de 2 milliards de dollars, responsable de plus de 300 vies, il était pleinement conscient des enjeux. Il a souligné que la décision de tirer un missile lui appartenait entièrement et qu'il assumerait cette responsabilité sans hésitation, même si cela signifiait utiliser des missiles tout au long de la journée. Bien que le Carnet ait également tiré son canon principal pendant les engagements, Robertson a précisé que ce canon avait une portée bien plus courte par rapport aux missiles. Sa priorité était de maintenir les drones et les missiles Houthi aussi loin que possible du navire. Selon lui, rien n'est jamais venu près du Carnet, rien à moins de 5 miles du navire. Cependant, malgré les efforts du Carnet et le soutien d'autres navires de la marine en mer Rouge, ils n'ont pas pu protéger tous les navires commerciaux des attaques des Houthis. Un navire a tragiquement coulé pendant le conflit. La Defense Intelligence Agency a suivi ces attaques pendant 4 mois, montrant la menace persistante dans la région. Lorsque le Carnet a été rappelé et ordonné de se diriger vers l'est de la Méditerranée, Robertson et son équipage savaient que leur travail n'était pas terminé. Dans la nuit du 14 avril, l'Iran a lancé plus de 300 drones et missiles vers Israël, et le Carnet s'est de nouveau retrouvé en plein cœur de l'action. Robertson a rappelé que la dernière partie de leur mission ressemblait au début, tirer des missiles en défense d'Israël. À la fin de son déploiement, le pavillon de bataille du Carnet flottait fièrement, marquant la fin d'un long et intense voyage pour l'équipage. Un jeune membre d'équipage, réfléchissant à l'expérience, a parlé aux journalistes de la façon dont la mission l'avait changé. Il a admis qu'au départ, il était une personne, mais après tout ce qu'ils ont traversé, il est revenu comme un individu beaucoup plus fort, portant les leçons et les expériences de ce déploiement avec lui pour le reste de sa vie. La fin du voyage du USS Carnet a ouvert la voie à un autre navire de guerre, le USS Zumwalt. Il a été créé dans le cadre d'un plan audacieux pour construire un nouveau type de destroyer, équipé de technologies de pointe, mais a rencontré des difficultés lorsque son financement a été réduit et que son avenir a changé. Pour maintenir le projet en vie, il a été rebrandé sous le nom de DDX et a subi des redesigns majeurs. En 2007, le financement du navire, plus tard nommé DDG-1000, a été sécurisé par le biais du National Defense Authorization Act. En février 2008, Bath Iron Works dans le Maine a remporté un contrat d'1,4 milliard de dollars pour construire le navire, et la production a officiellement commencé le 11 février 2009. Construire le Zumwalt n'a pas été une mince affaire, et des retards étaient inévitables. Initialement prévu pour une livraison en avril 2013, le calendrier a été modifié en raison de défis techniques. La construction a commencé le 17 novembre 2011, avec plus de 60% du navire déjà fabriqué. Bien qu'une cérémonie de nomination ait été prévue pour le 19 octobre 2013, elle a été annulée en raison de la fermeture du gouvernement fédéral des États-Unis. Néanmoins, les progrès ont continué, et le Zumwalt a finalement été mis à l'eau le 29 octobre 1913, marquant une étape importante pour ce navire futuriste. Les essais en mer du navire ont commencé en janvier 2014, testant sa résistance aux conditions météorologiques difficiles et à la conception unique de sa proue inversée, qui réduit la détection radar. Les ingénieurs ont testé la manière dont le navire gérait les vagues, le vent et les mers agitées, ainsi que ses systèmes de carburant, de propulsion, radar et électronique.
ces tests ont ouvert la voie aux essais d'acceptation, le navire visant à être pleinement opérationnel d'ici 2016. Une caractéristique unique du Zumwalt était son premier commandant, le capitaine James A. Kirk. Le nom a ravi les fans de Star Trek car il correspondait à celui du capitaine fictif du vaisseau spatial joué par William Shatner. Shatner lui-même a rejoint la fête, envoyant une lettre d'encouragement à l'équipage en 2014, ce qui a renforcé le moral et apporté un peu de charme hollywoodien aux efforts de la marine. Le 7 décembre 2015, le Zumwalt a entrepris ses premiers essais en mer, testant ses capacités dans des conditions réelles. Non seulement il a réussi ses tests, mais il a également démontré sa valeur pratique lors d'une urgence. Le 12 décembre 2015, alors qu'il était encore en phase de test, le navire a répondu à un appel à l'aide de la garde côtière. Un capitaine de bateau de pêche était tombé gravement malade à 40 milles nautiques de Portland, dans le Maine. Les conditions en mer étant trop difficiles pour permettre un sauvetage par hélicoptère directement depuis le bateau de pêche, l'équipage du Zumwalt est intervenu, utilisant leur bateau pneumatique pour récupérer le capitaine à bord. De là, il a été héliporté en lieu sûr, démontrant la polyvalence du navire et la préparation de son équipage à faire face à toute situation. La marine a officiellement accepté le Zumwalt le 20 mai 2016, bien que des problèmes mineurs, comme une fuite d'eau de mer dans le moteur auxiliaire, aient nécessité quelques réparations. Le 15 octobre 2016, lors de la Fleet Week à Baltimore, l'USS Zumwalt a été officiellement mise en service. Ce moment a marqué l'entrée en scène de l'un des navires de guerre les plus avancés de l'histoire navale, conçu non seulement pour la guerre, mais aussi pour l'innovation, les missions humanitaires et les défis du XXIe siècle. Le 21 novembre 2016, l'USS Zumwalt a connu un incident majeur en traversant le canal de Panama en direction de son port d'attache à San Diego. Le navire a perdu la propulsion sur son arbre d'hélice bâbord en raison d'une infiltration d'eau dans 2 des 4 paliers reliant les moteurs d'induction avancés aux arbres de transmission. Cette panne a entraîné la défaillance des 2 arbres de transmission et le Zumwalt a heurté les parois de l'écluse du canal. Heureusement, les dégâts étaient mineurs et purement esthétiques. Cependant, le navire a dû être assisté par des remorqueurs pour terminer sa traversée du canal. Le Zumwalt a fait escale à la base navale Vasco Núñez de Balboa, près de l'extrémité pacifique du canal, pour des réparations d'urgence avant de reprendre sa route. À son arrivée à San Diego, des investigations ont révélé que la fuite provenait du système de refroidissement de lubrification, bien que la cause exacte soit restée incertaine. La réaction rapide de l'équipage a été saluée, en particulier la décision du capitaine James Kirk d'utiliser des remorqueurs au lieu de risquer d'endommager davantage le navire en tentant de manœuvrer sous sa propre puissance. Cette décision a démontré l'intégrité du capitaine et son engagement envers la sécurité du navire et de son équipage. Après ces défis, le Zumwalt a franchi des étapes opérationnelles majeures. En avril 2019, il a quitté San Diego pour son premier déploiement opérationnel dans le Pacifique. Au cours de cette mission, le navire a fait escale à Ketchikan, en Alaska, où son équipage a testé sa stabilité dans des conditions difficiles, y compris des mers agitées de niveau 6. Il a également visité Pearl Harbor pour la première fois, marquant une étape importante en tant que premier destroyer de la classe Zumwalt à accoster à Hawaï. En avril 2020, la marine a officiellement accepté la livraison finale du Zumwalt, ouvrant la voie à d'autres essais en mer et tests opérationnels. En septembre 2022, le Zumwalt a entrepris son plus long voyage depuis sa mise en service, effectuant une escale notable à Guam avant de se rendre au Japon. Le 1er août 2023, le Zumwalt a quitté son port d'attache pour rejoindre Ingalls Shipbuilding à Pascagoula, dans le Mississippi. Là, le navire subit une période de modernisation pour recevoir des mises à niveau technologiques avancées, garantissant que ce destroyer de pointe reste prêt à relever les défis de la guerre navale moderne. Cette nouvelle phase illustre l'engagement de la marine à améliorer et adapter continuellement son destroyer le plus avancé
pour les missions futures. Ce déploiement sans précédent ne s'est pas seulement distingué par le nombre impressionnant de menaces neutralisées, mais aussi par les tactiques révolutionnaires et les armes employées, établissant l'un des moments les plus historiques de la guerre navale. L'USS Zumwalt porte le nom d'Elmo Russell Zumwalt Jr., un officier remarquable de la marine américaine qui est entré dans l'histoire en devenant la plus jeune personne à occuper le poste de chef des opérations navales. En tant qu'amiral et 19e chef des opérations navales, Zumwalt a joué un rôle clé dans l'histoire militaire des États-Unis, notamment pendant la guerre du Vietnam. Reconnu pour son dévouement et son courage, il a reçu de nombreuses distinctions en tant que vétéran décoré. Au-delà de ses exploits militaires, Zumwalt a apporté d'importants changements aux politiques du personnel de la marine, mettant l'accent sur l'amélioration des conditions de vie des marins et la résolution des tensions raciales au sein des rangs. Après une carrière navale distinguée de 32 ans, il a tenté de se lancer en politique en se présentant au Sénat américain, bien que sa campagne n'ait pas abouti. Le numéro de classification de coque de l'USS Zumwalt, DDG 1000, rompt avec la séquence habituelle des destroyers lance-missiles qui s'arrête traditionnellement à DDG 139. Cette séquence comprend des navires comme le destroyer de classe Arleigh Burke, le Telesforo Trinidad. Au lieu de cela, le Zumwalt suit l'ancien système de numérotation des destroyers canons, qui s'est terminé avec le DD 997 en 1983, le dernier destroyer de la classe Spruance, le Hayler. Cette numérotation unique reflète le design innovant du Zumwalt et son rôle en tant que navire de guerre de nouvelle génération. Les destroyers de la classe Zumwalt ont été conçus pour être polyvalents et capables de remplir plusieurs missions. Contrairement aux destroyers plus anciens, principalement conçus pour le combat en haute mer, la classe Zumwalt s'est concentrée sur le soutien des forces terrestres grâce à de puissantes capacités d'attaque au sol, tout en continuant à assurer des rôles traditionnels tels que la lutte anti-aérienne, anti-surface et anti-sous-marine. À l'origine, l'USS Zumwalt était équipé de 2 systèmes de canons avancés conçus pour tirer des projectiles d'attaque terrestre à longue portée, LRLAP. Ces projectiles pouvaient atteindre des cibles situées à 100 milles nautiques, constituant un atout essentiel pour soutenir les troupes au sol. Cependant, la production des LRLAP a été annulée en 2016, laissant les AGS sans munitions compatibles. Faute de solution de remplacement, la marine a décidé de réorienter la classe Zumwalt de l'attaque terrestre vers la guerre de surface. Pour s'adapter à ce nouveau rôle, la marine a commencé en 2023 à moderniser les navires de la classe Zumwalt en remplaçant les systèmes AGS par des systèmes de missiles avancés, leur donnant une nouvelle mission et les rendant encore plus redoutables dans la guerre navale moderne. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien sur votre écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt!